Bonjour à tous, bienvenue dans E-Tech, l'émission qui décrypte pour vous la technologie, ce qui fait notre quotidien, mais surtout ce qui fera notre futur. Au sommaire, le boom du GPS qui permet de se repérer en toutes circonstances, Pirates ou la réédition d'un jeu mythique, à quoi peut bien servir l'Internet à très haut débit. Et puis notre correspondante au Japon, Karine Poupée, pour les ordinateurs écologiques. Notre invité, Bernard Werber, un écrivain passionné de technologie. Nous verrons quel pourrait être notre avenir. Sans oublier bien sûr les sites internet de la semaine. Mais on commence tout de suite par les brèves. On connaissait les drones, ces avions sans pilote, capables non seulement de reconnaître le terrain, mais aussi d'envoyer un missile utilisé notamment par l'armée israélienne pour éliminer certains leaders palestiniens, qu'elle considérait comme terroristes. On connaissait les robots de déminage, capables de neutraliser une bombe. Voici maintenant Nono, le petit robot tueur, capable de remplacer le fantassin. Dès janvier, les Américains ont prévu de déployer en Irak ces robots équipés de mitraillettes ou de lance-roquettes miniatures, pourvus de caméras et de capteurs. Ils permettront de remplacer les militaires dans tous les endroits impraticables ou trop risqués. À l'avenir, la guerre sera vraiment technologique ou ne sera pas. On retrouve en plateau avec nos chroniqueurs, Catherine Cablet et Jérôme Colombin, ainsi que notre invité, Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes un auteur à succès, on va dire, de best-seller. Je suis un auteur tout comme ça, hein. Les fourmis, et puis le dernier, je le montre, Nous les dieux. L'école des dieux avec des personnalités mythiques qui reviennent dans une Starac en fait. Ils sont éliminés un petit peu. C'est un peu la Starac des dieux. Vous mettez ça comme ça? Vous n'aimez pas la Starac, hein? Non, je n'aime pas la Starac. Non, c'est une école de dieux qui se trouve en Olympe, où ils se retrouvent chacun à gérer des peuples et à essayer de sauver leur peuple contre les autres dieux. C'est-à-dire que tous les dieux sont en concurrence, chacun ayant un peuple, et chacun essaie d'élever en conscience son peuple. Maintenant, je comprends le point commun avec la Starac, c'est qu'ils sont progressivement éliminés au fur et à mesure qu'ils n'arrivent pas à sauver leur peuple. Et puis on verra ça tout à l'heure, il y a une télécommande, voilà. Enfin c'est un petit peu... il y a des points communs. C'est un simulateur de divinité, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une île, dans une sorte d'endroit qui s'appelle Éden, et là il y a une montagne. À Olympie. À Olympie, voilà. Et leurs professeurs sont les dieux de l'Olympe, les 12 dieux de l'Olympe, Aphrodite, Zeus, Hermès, qui vont leur apprendre comment passer en fait, comment devenir une divinité. Comment devenir une divinité digne de ce nom. Exactement, on va en parler. Et pour devenir un simple mortel et se repérer, moi j'ai beaucoup mieux, j'ai Jérôme Colombin et le GPS. Salut Jérôme. Bonjour. Alors le GPS effectivement a connu un véritable boom en 2004 à cause d'une baisse des prix. Et puis, ça coûtait très cher. Et puis en plus maintenant ça marche mieux. Parce que depuis quelques années, les Américains ont libéralisé le système, donc c'est beaucoup plus précis. On a une précision d'une dizaine de mètres. Alors voilà, quelques modèles de GPS. Alors aujourd'hui quand même, voilà. Donc vous avez soit les GPS qui sont intégrés déjà dans les véhicules neufs que l'on achète, soit des GPS externes que l'on met ensuite dans sa voiture ou que l'on utilise pour courir. Par exemple, ça c'est pour faire de la course à pied. On le met en fait à son bras. Voilà. Et en même temps qu'on court, il vous dit non seulement où vous êtes, mais il vous indique également votre vitesse, vos pulsations cardiaques, des choses comme ça. C'est fait pour les entraînements, pour les forcenés du sport. D'autres modèles rapidement, ça c'est un peu le même genre pour faire de la randonnée, du trek. Ça c'est très bien pour aller dans la voiture. Vous voyez que c'est complètement autonome. Vous n'avez que cet appareil à positionner dans votre véhicule. C'est ce qui vous dit en fait sur autoroute de faire demi-tour quand vous avez raté la sortie en fait. Oui, alors ça effectivement il y a eu une anecdote, un vieux monsieur qui a écouté son GPS qui a fait demi-tour sur l'autoroute. Ça prouve au moins une chose, c'est la confiance dans la technologie quelque part. Cela dit, il faudrait aussi que la technologie s'améliore et cesse de donner des ordres ça n'empêche pas la technologie d'être intelligente. Stupide. Oui. Brièvement, donc ce modèle-là, vous voyez, les cartes sont stockées sur les cartes routières, je veux dire, sont stockées sur des petites cartes mémoire comme ça. Donc on peut mettre la carte du pays. Est-ce que ça indique les bouchons? Très bonne question, cher Edouard, puisque malheureusement, non. Très peu de GPS indiquent les bouchons. Pourquoi? Parce qu'en général, cette information est difficile à obtenir de la part des pouvoirs publics, elle est payante, donc il faut compter un abonnement supplémentaire. Il existe quelques modèles de GPS qui vous indiquent où se trouvent les bouchons pour les éviter, sinon la plupart, il faut bien l'avouer, en général, vous emmène droit dans le bouchon, au contraire, puisqu'il prend l'axe principal, c'est là où il y a le plus de voitures. Donc malheureusement, ça vous emmène droit dans le bouchon. Le prix pour terminer alors? L'avantage, c'est que dès qu'on change de chemin, le GPS recalcule automatiquement le trajet. Les prix, ça va de 250 € à peu près pour ça, jusqu'à 800 € pour ce modèle-là. Il existe aussi des modèles GPS externes, la tête GPS d'un côté, votre téléphone portable de l'autre, et c'est le téléphone qui vous sert d'écran et qui vous fait également le guidage vocal dans la voiture. Donc
Ça s'est énormément vendu pour les fêtes. Maintenant, les sites de la semaine avec Catherine Cablet. Et on commence par un moteur de recherche. Aujourd'hui, Google représente 70% des recherches des internautes français, ce qui est énorme, mais il y a des solutions alternatives. Tout à fait, Édouard. Parce qu'effectivement, si vous pensez que soit 7 personnes sur 10 ont accès aux mêmes informations quand elles cherchent quelque chose, ça crée une uniformité d'information. Tout à fait. Et c'était d'ailleurs un des grands risques d'Internet. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on croit qu'Internet est très diversifié parce qu'il y a plein de sources, mais en fait, si le moteur de recherche vous donne les mêmes sources, ça revient au même. D'autant qu'en fait, ce qui permet de faire référencer une page dans les meilleurs numéros, dans les meilleurs ordres de priorité, c'est le fait que cette page soit citée par ailleurs. Donc en fait, c'est un peu popularité égale notoriété. Alors, c'est quoi les autres solutions? Alors, un nouveau site qui vient de sortir, qui s'appelle Exalit, qui est un site qui est très bien fait. Je ne peux que vous inviter à aller croiser les informations que vous cherchez sur un site comme celui-là. Et puis sinon, vous avez tous les autres sites, Wanadoo, Lycos, AOL. Tous ces sites-là vous proposent des moteurs de recherche, sans oublier Yahoo, bien sûr, que je dois citer en deuxième position. Bien sûr. Alors, ça fait un an, enfin un peu plus d'un an, on fête l'anniversaire des radars automatiques. Et justement, on en parlait avec le GPS. On peut télécharger sur Internet la liste des radars automatiques, et il y a des sites dédiés à ça. Tout à fait. Par exemple, supposons que vous et moi, nous voulions partir un peu. Vous me dites, vous avez raison, qu'il va falloir respecter les limitations de vitesse, mais quand même, on va faire un petit repérage avant. Première chose, comment repérer un bon radar, un vrai radar d'un faux radar? C'est assez simple. Sur cet écran, vous le voyez. Oui, sur le site, on voit. Ouais. Voilà. À gauche, vous avez le faux radar. À droite, vous avez le vrai radar. La différence Parce qu'en fait, les radars, ils n'ont qu'une seule face. Et on essaie de nous tromper. Voilà, c'est ça. Vous avez un certain nombre de radars qui sont là. Vous les reconnaîtrez vite. Les faux radars ont une espèce de... Vous voyez, autour du site, vous voyez cette espèce d'écran en caoutchouc. C'est le faux radar. Évidemment, il faut rouler assez lentement quand même pour être capable de distinguer si c'est un vrai ou si c'est un faux. Bien sûr. Alors, et on peut télécharger sur les GPS la liste de ces radars pour en faire des points d'intérêt, ce qu'on appelle. Un mot sur des balades virtuelles. Alors, vous allez sur l'internaute, dans la rubrique meilleurs sites, et là, vous avez quelque chose d'absolument fantastique. Vous pouvez regarder, par exemple, je vais vous emmener à Venise. À Venise, on est ici sur la place Saint-Marc avec ses pigeons. Regardez, on tourne à 360 degrés, le pont Rialto. On peut quitter Venise aussi, on peut aller faire un petit peu de culture. On va aller au Louvre, dans une des salles des antiquités. Là encore, on peut tourner à 360 degrés. Et puis, si vous voulez quelque chose d'encore plus exotique, on peut aller sur l'Everest. Prenez vos crampons, prenez votre oxygène. Regardez, c'est absolument fabuleux. Je trouve que c'est beau à couper le souffle. Et sur l'internaute, vous trouverez des dizaines et des dizaines d'autres endroits qui sont comme ça, visibles à 360 degrés. Merci Catherine. Alors Bernard, vous avez commencé, vous étiez très précoce dans la technologie parce que j'ai cru savoir que quand vous aviez 7-8 ans, vous avez écrit votre première nouvelle et qu'elle s'appelait Puce. C'était un nom prédestiné pour un auteur qui aime la technologie? Non, c'est pas vraiment la technologie. Là, non, c'était pas vraiment, c'était des vraies puces, hein, j'ai voilà, pu comprendre. C'était une puce qui partait des pieds et qui finissait par arriver sur la tête de la personne. Non, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'avoir un point de vue exotique et parler autrement de l'humanité avec une sorte de recul. Moi, je pense que si des dieux ou des extraterrestres nous regardaient, ils seraient amusés par tous nos petits jouets qui nous fascinent et surtout qui tombent tellement en panne. Moi, je passe 40% de mon temps à réparer mes machines. J'en ai plein. Là j'en ai 2. Mais 40% du temps, c'est quand même pas mal. Ah oui, c'est vrai que vous êtes venu avec mes jouets. Vous êtes venu avec vos jouets. Vous voyez, là, j'ai acheté le nouveau Nokia et vu qu'il ne marche pas, je garde en même temps l'ancien. J'adore ces machines parce que c'est en même temps des ordinateurs et des téléphones. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça passe au GPS. Ça m'a beaucoup intéressé, c'est de raconter. Vous voulez en voler un, c'est ça? Vous avez une vision de ce que sera notre avenir, mais parfois la réalité nous rattrape. Et la biométrie, qui il y a encore quelques années relevait de la science-fiction, est en train d'être déployée massivement dans les prisons, les aéroports, les entreprises. Et bientôt, vous pourrez rentrer chez vous avec la biométrie. Reportage. Dans cette entreprise, aucune clé de la porte d'entrée à la porte du bureau, tout est biométrique. Il suffit de poser sa main ou son doigt sur un lecteur pour entrer. Le système reconnaît automatiquement vos empreintes digitales. On va relever un certain nombre de points caractéristiques sur l'empreinte. Et c'est l'association en fait de la clé initialement stockée et de celle que je viens de poser qui va permettre d'identifier la bonne personne et d'autoriser ou pas l'accès au local. L'ordinateur garde en mémoire une 60aine de points sur vos empreintes, avec une chance sur plusieurs milliards de tomber sur les deux mêmes. Veuillez vous avancer un petit peu, s'il vous plaît. Mais l'avenir de la biométrie, c'est la reconnaissance par les yeux. Cette caméra va focaliser donc sur l'œil, sur l'iris de l'œil. Il va ensuite mesurer certains points caractéristiques, il y en a 244. Il va vérifier, donc je suis déjà enrôlé dans l'appareil, il va vérifier que l'œil qui se présente est correct. L'identification est maintenant complète.
Et dans un an, pour mettre un pied aux États-Unis, il faudra aussi montrer ses doigts sur votre passeport, une puce qui contiendra des données biométriques, votre empreinte digitale. Le but, lutter contre le terrorisme. Mais la biométrie fait peur aussi. Pour les défenseurs des droits de l'homme, il s'agit d'un système de surveillance massif et d'une suspicion généralisée. Un sujet de Benoît Chaumont. Alors, on va maintenant aborder avec notre invité en plateau l'encre. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, c'est pas biométrique, mais presque, dans Nous les dieux, votre dernier roman, ils ont une télécommande, ces apprentis dieux, et ça s'appelle l'Ankh. Oui, c'est la croix d'éternité des prêtres égyptiens. C'est ce qui servait jadis à ouvrir. C'est une croix en C, c'est-à-dire c'est ce qui servait à ouvrir les lieux, les sanctuaires cachés et secrets. Alors, dans votre roman, par contre, elle est multifonction. Nos téléphones, franchement, je ne sais pas si on aura ça dans quelques années, mais ça fait pas le figure. Hein. Elle fait aussi la foudre, parce que donc. Elle fait la foudre, voilà, c'est ça. Mes élèves dieux se retrouvent sur une planète qui fait à peu près 3 mètres de haut, où chacun gouverne son peuple, un peu comme un simulateur de gestion de peuple ou de civilisation. Et quand ils vous aviez fumé, Bernard. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait 7 ans que j'ai mis 7 ans à écrire ce petit ouvrage. Donc la Starac c'est un roman qui existait, qui est un roman qui en fait que vous suivez depuis un certain temps. C'est-à-dire j'avais écrit Les Thénatonautes et l'Empire des Anges, et celui-ci c'est le stade ultime, c'est apprendre, c'est l'initiation ultime, c'est apprendre à être un dieu, à gouverner des peuples. En gros, la technologie, ça peut nous apporter quoi? La technologie, ça nous apporte ce qu'on va investir, c'est-à-dire que ce n'est qu'un outil. Je fais référence à 2001 Odyssée de l'espace. Vous avez une massue, soit vous plantez, soit vous chassez, soit vous cassez la gueule à votre voisin. Toutes les technologies, s'il y a une intention de destruction, peuvent se retourner contre l'homme. Même le nucléaire, ça a été fait pour remplacer l'électricité, ça n'a pas été fait pour détruire. C'est-à-dire que c'est la phrase de Rabelais qui est géniale, qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire qu'il faut avancer avec la technologie, mais en parallèle, il faut avancer avec la conscience. Sinon, on se fait bouffer. Et Internet, ça permettra à toute la planète de communiquer et savoir que pense une personne en Corée du Sud en même temps. Mais Internet, ça permet aussi à répondre des mensonges. C'est-à-dire ça répond de l'amour. Alors, vous parlez en Corée du Sud, justement, il y a un grand débat aujourd'hui, Jérôme, c'est le haut débit. En Corée, au Japon, ils l'ont, on verra ça avec Karine. Par contre, nous en France, ça arrive, la DSL 2+. Alors, ce qu'on peut dire, moi j'ai fait des petits calculs, l'ADSL, le haut débit en France a été multiplié par 35 en 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, c'était 512 kilobits par seconde, le haut débit. Aujourd'hui, on va jusqu'à 18 mégabits par seconde, grâce notamment à la DSL 2+, qui est une version évoluée, une nouvelle technologie d'accès au haut débit. Conséquence, le haut débit a explosé en France, on le sait. Aujourd'hui, près de 4 millions de foyers français ont de l'Internet rapide, ADSL, ouais. C'est-à-dire c'est énorme, foyer en fait, ça a été très connecté. Vite. Ça va très vite, effectivement. Les offres, ils sont pour quelque chose, les prix. Maintenant, on a le téléphone. Les prix ont énormément baissé, ça démarre à 15 € aujourd'hui. Donc là, on peut dire aujourd'hui, pour 30 €, on a le téléphone, la télévision, on a quasiment tout, et l'Internet à 15 mégas. Et voilà pourquoi les débits augmentent. Parce qu'on fait passer non seulement de l'Internet, mais également de la télé, du téléphone. Et ça sert à quoi d'avoir un débit plus important? Alors, si c'est pour cliquer sur des pages web, effectivement, ça n'a pas grand intérêt, parce qu'entre 1 mégabit et 8 ou 15 mégabits, vous n'allez pas voir la différence. Mais dès que vous faites du téléchargement, qu'il soit légal... Légal, hein ou, bien on sûr, est bien d'accord, du téléchargement légal. On est bien d'accord, c'est d'ailleurs la seule motivation. Mais oui, bien sûr, il n'y en a aucune autre. Là, ça se justifie d'avoir des gros tuyaux. Maintenant, il y a une chose dont on parle très peu, c'est ce qu'on appelle la voie montante sans être technique, c'est les informations qu'on envoie faire Internet. Là, on aimerait bien... la visio, par exemple. Notamment de la visio. La visio est justement quelqu'un qui a très haut débit. Karine Poupée, au Japon, toi, tu as 100 mégas, c'est ça? Oui, Edouard, au Japon, on a effectivement du haut débit à 100 mégabits par seconde par fibre optique jusqu'à la maison. C'est bien pratique, ça permet par exemple de faire de la visioconférence avec vous. Aujourd'hui, tu vas plutôt nous parler d'un salon qui s'est tenu il y a quelques temps, en décembre, au Japon, à Tokyo, pour faire des ordinateurs écologiques. Et oui, il y a tout un tas de produits qui ne sont pas encore écologiques, mais qui peuvent facilement le devenir. Par exemple, un PC sera plus petit, pèsera moins lourd, consommera moins d'énergie, moins d'eau à sa fabrication, dégagera moins de déchets à l'arrivée. C'est la même chose pour une machine à laver, pour un réfrigérateur, pour un téléviseur à écran plasma ou pour un téléviseur à écran LCD. Juste un petit exemple concernant les écrans plasma. Par exemple, un écran qui consommait 585 watts en 1997 n'en consomme plus que 360 en 2004.
Il ne pèse plus que 32 kg contre 43,5 kg en 1997. Voilà, il aura moins de vitesse, il sera plus facile à démonter, il sera fait en matériaux recyclables et tout ça, ça existe déjà, ça n'attend plus qu'à arriver dans les foyers. Aujourd'hui, les produits sont directement conçus pour en fait s'auto-détruire après de façon la plus biologique possible, et c'est important parce qu'en ces périodes où on parle de réchauffement de la planète avec Kyoto, c'est important de s'y intéresser. Les Japonais en fait sont très leaders. Merci, à bientôt Karine. On va maintenant passer avec Jérôme au jeu de la semaine, et cette semaine vous avez été joué à un remake en fait, un Pirate. Alors Pirate, moi je connais, hein, ça m'a bercé, et les progrès 1987. Ne rajeunit pas tout ça, hein, mon bon monsieur. Et en fait cette version-là, c'est la version actualisée avec la technologie d'aujourd'hui. Exactement, comme au cinéma, on fait des remakes dans le jeu vidéo. On fait des suites, mais on fait également des remakes. Un sequel. Il faut dire que c'est un jeu d'auteur en quelque sorte, qui est signé par un grand ponte du jeu vidéo, monsieur Sid Meier, exactement. Donc moteur graphique amélioré, grâce maintenant aux cartes graphiques qui sont plus puissantes qu'avant. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de changements hein, sur ce jeu Pirate. On retrouve vraiment, pour ceux qui ont déjà joué, ils vont se replonger dans l'ambiance. Il y a un changement dans la qualité. De 1987. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, c'est l'occasion de le découvrir. Merci Jérôme. Merci à tous d'ailleurs, merci Bernard d'être venu. Et puis on termine toujours par des produits non technologiques, hein, nos produits hardware. Et plusieurs livres. Tout d'abord Rewind, donc, qui est un magnifique livre chez Phaidon sur 40 ans en anglais, 40 ans de publicité, toute la technologie. 2 livres, hein, bien sûr. Les fourmis, on ne pouvait pas manquer ce best-seller si vous ne l'avez pas lu de notre invité. Et puis le dernier, Nous les dieux. Et les deux, c'est chez Albin Michel. Voilà, si la technologie vous passionne, c'est sur iTélé, comme les infos. À bientôt.